Vostra. Les gens qui s'abonnent à Spotify, ils vont écouter certains que du rap, d'autres que de l'électro, et ils s'en fichent de passer à côté des milliers d'heures de musique classique que propose aussi Spotify. J'aimerais que les gens aient le même rapport avec les médias qu'ils ont avec les plateformes de loisirs où ils ne consomment qu'une infime partie des contenus qui leur sont proposés. Et donc sur l'informé, il y a peut-être donc 4-5 news par jour, donc on va dire 80, 100 par mois. Et si vous n'en consommez que 10, mais c'est pas grave. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je reçois aujourd'hui Gilles Tanguy, fondateur et directeur de la rédaction de L'Informé. Gilles, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors L'Informé, nouveau média en ligne. Alors je dis nouveau, oui c'est quand même nouveau, ça fait quelques mois, 4 mois, on se disait, même pas. On s'est lancé le 21 octobre, donc là ça fait entre 3 et 4 mois. Voilà, donc nouveau média en ligne, donc c'est toujours intéressant de voir des médias qui se lancent et d'en parler, essayer de comprendre. On en a quand même pas mal parlé. C'est un pure player d'investigation économique. Alors j'imagine que je le résume très mal et que c'est absolument pas comme ça que tu le pitches. Il n'y a pas besoin de faire trop long, c'est libre, factuel, sans pub, investigation économique, que des infos exclusives, c'est l'ambition qu'on s'est fixée. Donc on sort 4-5 infos exclusives par jour sur les entreprises, leurs dirigeants, dirigeantes, l'univers d'argent, de l'économie, plutôt français, avec une connotation française. Voilà, ça se résume aussi simplement que ça. C'est 100% payant. Sur abonnement, on va voir tout ça. Voilà, donc je suis vraiment ravi de te recevoir. Merci de m'inviter déjà. Je t'en prie, ça me faisait plaisir de t'avoir, de parler de l'Informé. On s'était croisés rapidement quand tu travaillais chez Capital, puisque tu es passé par l'Express et Capital notamment. Alors l'expansion aussi, j'ai vu donc quand même une vraie carrière de journaliste toujours autour de l'économie. On s'est dit pour la carte d'identité, donc l'Informé existe depuis, c'est sorti en octobre dernier. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse du projet ? Puisqu'en fait, encore une fois, c'est des projets de médias, ça se lance. Là, on sent quand même une vraie ambition. Hein. T'es pas tout seul, vous êtes toute une équipe derrière. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la genèse du projet ? Oui, bien sûr. Donc, ça s'est passé entre la fin du printemps et début de l'été 2022. Donc, je travaillais à Capital où je dirigeais le site web de Capital ainsi que d'autres sites web du groupe Prisma Media. Et j'ai eu envie de me lancer, de lancer mon propre média d'investigation économique avec des journalistes que j'apprécie. Je suis allé chercher un investisseur pour m'aider à financer ce projet, sachant que j'avais tout de suite pour ambition qu'on ait une grosse équipe, donc une quinzaine de journalistes pour tout de suite démarrer fort. Et donc je cherchais un investisseur qui puisse garantir deux choses. D'abord un soutien financier sur le long terme, parce qu'évidemment se lancer un pure player d'économie avec une quinzaine de journalistes, on n'atteint pas la rentabilité, l'équilibre tout de suite. Donc, surtout sur de l'abonnement, on le sait, il faut du temps, il faut installer la marque. Il faut des années, voilà, exactement. Donc il me fallait un soutien financier sur le long terme, et puis il me fallait aussi une garantie totale de liberté éditoriale pour pouvoir écrire sur absolument qui et quand on veut. Et je suis allé proposer ce projet à Xavier Niel, qui n'est pas un ami, qui n'est pas un proche, que j'avais juste interviewé à quelques reprises durant mes 20 ou 25 ans de carrière de journaliste économique. Et le projet lui a plu. Donc après, les choses sont allées assez vite. Il a accepté de
de financer le projet. Et on a démarré du coup courant été et début d'automne 2022. Bon, écoute, c'est très clair. On va revenir sur tout ça, évidemment. Donc, toi, en tant que directeur de publication, fondateur d'Informé, et donc je l'ai dit, passé à l'Express, Capital, l'expansion, donc belle carrière. C'est quoi les bonnes pratiques que tu insuffles dans l'Informé? Moi, j'ai essayé de recruter des journalistes passionnés de scoop et d'exclusivité. Voilà, il y a plein de médias en France qui font de l'analyse, du reportage, de l'interview, du commentaire, qui font aussi des exclusivités économiques. Moi, j'ai voulu qu'on se concentre uniquement là-dessus, qui est pour moi l'exclusivité, la quête du scoop, c'est le cœur de métier du journalisme en fait. Si on le Graal un peu, parce que factuellement, il n'y a pas forcément des scoops. Rapporter l'information, bien faire, la vérifier, contre-vérifier, c'est aussi au cœur du journalisme. Ouais, la recherche du fait, ouais. c'est le cœur du métier. Et parfois, je pense qu'on a trop tendance à l'oublier, donc il faut se concentrer là-dessus. Donc j'ai recruté des personnes qui sont passionnées de ça, voilà, des scoopers. Alors, quand je dis scoop, entendons-nous bien, c'est pas tous les jours le Watergate, hein, mais c'est des scoops à l'échelle. Ça peut être des scoops qui intéressent le grand public sur des gens très connus, sur Cyril Hanouna, sur Arthur, sur Coca-Cola, sur Total, comme on l'a fait récemment. Mais ça va être aussi des scoops qui vont intéresser une niche, un secteur, la nomination d'un tel dans une boîte, voilà. Tout ça, c'est des scoops plus ou moins importants qui concernent plus ou moins grand public, mais la base de tout, quand on se réunit dans la conférence de rédaction, c'est mais qu'est-ce qu'on a à nous de neuf, voilà. Ouais, qui n'est pas sorti ailleurs. Et c'est dur parce que tu dis 4-5 par jour, moi ça me ferait peur. Enfin, j'aurais des angoisses de me dire, évidemment, il y a une équipe, mais faut s'arracher, faut être sur le terrain, 4 à 5 par jour. Ouais, j'ai la chance d'être très bien aidé là, par une adjointe qui s'appelle Claire Bader, qui travaillait aussi à Capital et que j'ai emmené avec moi dans cette aventure et qui m'accompagne de manière très efficace pour guider l'équipe de scoopers vers les bonnes infos, vers les bonnes sources d'informations. Et donc tous ensemble, c'est très collectif aussi, hein, dans les réunions en fait, qu'on fait. C'est pas un mec dans son coin qui fait une enquête et qui revient 3 semaines plus tard, non. J'ai bouclé le truc. Non, c'est vraiment, ça je l'ai découvert encore plus avec l'Informé, c'est... les réunions, on en fait 2 par semaine, le lundi après-midi et le jeudi après-midi. Chacun parle des sujets d'enquête, des thématiques sur lesquelles il est. Et systématiquement, un tel dit à l'autre « Ah ben tiens, je connais, ce que tu me dis me rappelle quelque chose, appelle un tel, il va te le faire confirmer, etc. » Il y a plein d'enquêtes en fait, qui se mènent comme ça à plusieurs par échange. Et là, du coup, l'intérêt du présentiel est énorme. Là. Ouais, on y reviendra effectivement là-dessus. Je reviens donc ça, c'est les bonnes pratiques, vraiment le scoop en tout cas. Et est-ce que justement, pour être passé dans des grandes maisons, il y a des travers que tu t'es dit, bon ça, je veux absolument pas le reproduire à l'Informé? Alors déjà, moi, il y a un truc que je voulais arrêter, c'était la réunionnite. J'en pouvais plus vers la fin de ma carrière à Prisma, mais c'est pas la faute de Prisma, c'est le jeu du poste que j'avais et puis des grandes maisons comme ça. J'avais 6 heures de réunion par jour et forcément, je dirais que pour le travail opérationnel, ça laissait plus beaucoup de temps. Et là, moi, je suis ravi quand je vois mon agenda de la semaine où il n'y a que les 2 réunions que j'organise avec l'équipe. C'est formidable de pouvoir avoir cette liberté-là, de ne pas être rempli de process, de réunions, de devoir comme ça formaliser un tas de choses avec tout le monde. C'est le privilège oui, peut-être de la taille de l'entreprise. Oui, bien sûr. Mais après, tu décides quoi. Oui, c'est ça, voilà. Et donc ça, être capable de pouvoir décider si on fait une réunion ou pas, c'est un vrai bonheur. Un vrai luxe. Ouais. Très clair. On en parlait donc chez Capital, on peut pas évoquer forcément le départ, puisque vous êtes combien d'anciens Capital à l'Informé? Alors, c'est pas la majorité. Il y a 5 personnes qui viennent de Capital. Vous êtes t'as dit une quinzaine, entre 15 et 20 on est 16 personnes aujourd'hui. Il y en a 5 qui viennent de Capital, 3 du site web et 2 du magazine papier Capital. Et puis les autres, je les ai recrutés. Certains étaient journalistes à la lettre A, d'autres étaient journalistes des anciens de la Tribune. Ils ont tous différentes carrières. Ils ont tous en point commun d'être des scoopers et envie de sortir des exclus, quoi. D'accord. Est-ce que dans le projet, l'arrivée de Vivendi, ça a changé quelque chose et
Et forcément, dans la rédaction, qu'est-ce que ça change? Parce qu'on le sait, hein, c'est factuel. Il y a eu une vague de départ de gens qui ont profité de la clause de cession pour partir. Est-ce que ça a joué, ça a accéléré le projet? Comment ça a été vécu à l'intérieur? Bon, c'est un point sur lequel je suis un peu ennuyé toujours de parler. J'ai une clause de confidentialité liée à mon ancien groupe. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, je suis libre et je fais ce que je veux et j'écris sur ce que je veux. Voilà, et c'est ça que je voulais. Voilà, c'est ma réponse. Eh ben, écoute, je la prends comme telle. Je suis toujours sur la carte d'identité. Alors, tu as répondu à la question du nombre de journalistes, mais comment vous fonctionnez aujourd'hui? Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu lances. Je ne sais pas si dans les 15-16, vous aviez une expérience entrepreneuriale, mais comment tu crées de zéro ce média et d'un coup il faut des outils, il faut une organisation, il faut un workflow quelque part, décider des sujets. Comment vous fonctionnez? Tu as dit il y a 2 réunions par semaine, ce que je trouve assez peu au final, puisque vous sortez quand même 4 à 5 papiers par jour. On pourrait imaginer une conférence de rédaction quotidienne. Comment vous avez mis en place un peu toute cette organisation à partir du moment où vous décidez de vous lancer? Alors déjà, la création de l'entreprise, c'était pas évident. Moi, je travaille dans le web numérique, dans le numérique depuis longtemps. Donc, je pensais connaître beaucoup de choses, mais il y avait encore plein de choses que je savais pas, notamment sur créer l'entreprise, il fallait ouvrir le compte en banque. J'ai eu des sueurs parce que la banque était très lente pour créer le compte. J'ai eu peur de ne pas pouvoir payer les premiers salaires. C'est passé juste, mais c'est passé. Donc, j'ai découvert plein de choses en tant que découvrent toutes les personnes qui créent leur entreprise. Et puis après, sur la mise en place du site, ça s'est fait assez simplement et naturellement, honnêtement. Non, pas besoin de plus de 2 réunions, parce qu'en fait, au-delà des réunions, et justement, je veux pas qu'il y en ait trop, c'est fluide, on se parle, on s'appelle toute la journée, que ce soit mon adjointe Claire Bader ou moi, on parle avec chacun, donc on sait en permanence où on en est, on ajuste la programmation du jour où on en est, et puis on a une grande souplesse, on n'a pas un bouclage comme un quotidien papier, donc on sort nos infos quand on veut. Donc y a des jours où les 4 infos du jour, on va les sortir entre 15h et 18h, parce que c'est comme ça, parce que c'était pas prêt, parce que la règle d'or, c'est qu'il faut que les journalistes puissent aller au bout de leur enquête. Tu ne presses pas quelqu'un en disant faut que tu sortes absolument cet après-midi si le travail n'est pas tout à fait terminé. En effet. Vous n'avez pas couteau sous la gorge de dire aujourd'hui on a sorti que 3. Non, voilà, c'est super souple. Le 4 par jour, c'est une moyenne et je fixe absolument pas de quota évidemment aux journalistes. En fait, le 4 par jour, c'est le constat qu'on fait à partir de la réalité, mais c'est pas l'objectif absolu. Et il se trouve que voilà, ça roule bien comme ça. Certains vont en faire plus que d'autres parce qu'ils sont sur des secteurs où il y a plus d'infos qui tombent, et c'est très bien comme ça. Et certains vont alterner des enquêtes sur lesquelles ils vont rester 2 mois et puis en même temps des petites news qui vont leur prendre 2-3 heures. Donc il y a une grande souplesse dans la gestion de la rédaction. Et comment tu mesures, alors là c'est plus une question, la rentabilité d'un journaliste? Est-ce qu'il peut ne travailler que sur une enquête pendant 2 mois, ou est-ce qu'il est quand même obligé d'en sortir un certain nombre dans le mois pour que dans ton équation économique ce soit rentable? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois bien, mais sur un site payant. Tu arrives à mesurer cette rentabilité? Non, je la mesure pas et je veux pas m'amuser à ça. Sur un site payant qui valorise l'information exclusive, je le sais très bien que des bonnes infos peuvent mettre 3 mois à tomber, et donc je vais laisser le temps. Après, voilà, c'est sûr que si le journaliste passe 2 ans sans sortir un seul article, on va commencer à se poser des questions. Mais évidemment, c'est pas le cas. Tous les journalistes que j'ai recrutés ont des infos qu'ils glanent par leur réseau d'informateurs ou par leur recherche documentaire en open source. Et à l'arrivée, ils ont plein d'infos. Donc la question de la rentabilité se pose pas. Ça se fait tout seul. Très bien. On l'a dit, médias indépendants, c'est d'investigation. Les principales sources de revenus, là aujourd'hui, vous n'êtes pas encore rentable, j'imagine. J'ai lu, je crois que vous visiez 50 000 abonnés à horizon 5 ans. Ouais, c'est notre espoir. Ouais. Vous en êtes où? On a un nombre d'abonnés supérieur à 4 chiffres. T'es pas le premier à me demander. Non, bien sûr, dans les médias. Ouais. Je souhaite pas donner actuellement un chiffre exact parce que je trouve qu'il reflèterait pas notre vrai potentiel. Il nous reste plein de leviers à mettre en place. On n'a pas encore d'application mobile, on n'a pas encore lancé de campagne de sponsoring et de publicité. On fait quasiment pas encore de relance et d'emailing. On sait que c'est super important. Et pourquoi vous le faites pas d'ailleurs Parce que pour l'instant on a démarré lentement. Là, pour l'instant dans mon équipe j'ai que des journalistes. J'ai
chargé marketing qui va arriver le 20 mars. Oui, il faut rappeler, ça fait 4 mois. Hein. Oui, voilà. on est tout neuf et je préférais qu'on mette d'abord en place les trucs. La matière, le produit éditorial. La matière, voilà. Je trouve qu'on est déjà ravis des abonnements que l'on a déjà enregistrés, des premiers succès que l'on enregistre. Voilà, donc je pense qu'on pourra nous juger, donner des chiffres plutôt au bout d'un an, quelque chose comme ça, quand on aura vraiment atteint un rythme de croisière de recrutement. Voilà. Donc je sais, ne pas donner les chiffres, ça peut donner l'impression que ça marche pas. Non, moi je veux donner un chiffre qui reflète la réalité, et après les gens diront s'ils trouvent que c'est bien ou pas bien. Exactement. Je crois que je l'ai pas dit, l'abonnement est à 9,99 € par mois ou 99 si on prend à l'année. Hein. Avec 15 jours d'essai gratuit, j'insiste beaucoup, on peut résilier à tout moment en s'abonnant à l'offre mensuelle. On peut, c'est pas simple. le dire comme ça, mais on peut s'abonner et résilier 2 jours après et on n'aura rien payé. Voilà. Ouais. Je le dis parce qu'on est dans un média professionnel, voilà. Mais voilà, c'est une technique évidemment utilisée par plein de... Oui, mais après, bien sûr, il y aura toujours des abus, mais l'idée, c'est plutôt de se dire, regardez le bon travail qu'on fait, on sort régulièrement des... C'est ça, les gens, je vois bien, beaucoup de gens vont s'abonner pour un article et ils s'intéressent a priori qu'à cet article, et puis tout notre travail, c'est de les faire rester, tiens, ce deuxième article, ce troisième article, et qui restent, voilà, et c'est le cas. Heureusement, plein de gens qui s'abonnent à un seul article finissent par rester pour de bon. Oui, et puis on le dit, en moyenne dans le marché, il faut 15 points de contact avant que quelqu'un s'abonne. Donc voilà. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Et d'ailleurs, sur le site, c'est vraiment un hard paywall, hein, dans le sens où on a, a priori, de ce que j'ai vu, il n'y a aucun article gratuit. Il faut s'abonner ou il faut rentrer dans la formule de test pour lire un article. Oui, l'info a de la valeur, là. Ici, c'est régulièrement dit, mais l'info exclusive économique, en plus, elle a vraiment de la valeur. On est sur du scoop. Et honnêtement, on est beaucoup moins cher que des concurrents comme les lettres professionnelles, qui sont de grande qualité, comme la lettre A, par exemple. On est beaucoup moins cher qu'eux. On est aussi beaucoup moins cher que les Échos. Donc je trouve qu'on est vraiment pas cher, on est au prix de peut-être 3-4 cafés, la place de ciné ça coûtera bientôt le double de ça. Je trouve que ça les vaut franchement, donc on va rester là. Après il y a plein d'optimisations à faire, on va peut-être faire des tests de paywall dynamique, on fera peut-être des tests de collecte de data wall où on collectera des emails en échange de la gratuité. On va tester tout ça, on est au tout début, on a le temps. Ouais, c'est ça. Alors en parlant de temps, justement, tu l'as dit, vous êtes indépendant, mais donc pour autant, Xavier Niel est un des actionnaires. Plein de questions évidemment là-dessus. Ça veut dire que vous avez le temps. Il a investi suffisamment pour que vous ayez le temps d'installer et donc pas avoir une pression énorme. Ouais, il a. Je sais pas si c'est public les montants qui ont été investis. Non, mais en fait, parce que ça marche pas comme ça. Via sa holding, il nous finance par apport en compte courant, donc c'est un peu au fil de l'eau. D'accord, est-ce que tu peux peut-être expliquer, parce qu'évidemment, se dire Xavier Niel, c'est peut-être presque paradoxal pour un média indépendant d'investigation économique. Pour autant, et là je le pense sincèrement, je pense qu'il n'est pas hyper interventionniste. Ouais. Et surtout, il y a des mécanismes pour l'informer, des espèces de garde-fous. Peut-être tu peux en parler. Oui, déjà, oui. Avant d'aller le voir, évidemment, j'ai regardé, je connaissais son background dans les médias. Il a investi depuis une dizaine d'années dans plein de médias comme... D'abord, il avait déjà quand même. Oui, mais même avant Le Monde, il avait mis un peu d'argent dans Mediapart, dans Les Jours, dans Causeur, Bakchiche. Il a aidé plein de sites de toute tendance politique. Et puis après, oui, son plus gros investissement, c'est dans Le Monde, Télérama, l'Obs, Nice Matin, voilà. France Antilles. Et le point commun à tous ces investissements, pour l'instant, j'ai jamais vu la preuve du contraire, c'est qu'il a laissé tranquille les rédactions. Il n'est pas intervenu du tout dans les rédactions, et elles ont continué d'écrire ce qu'elles voulaient, y compris sur lui-même. Donc, moi, vous avez sorti, je crois, assez vite. Alors, je sais pas si c'était un peu un truc. Non, oui, beaucoup de gens pensaient que c'était télécommandé, mais non, en fait, il n'était pas au courant qu'on allait sortir ça. Il n'est pas Amazon non plus. On a sorti un article, oui, sur un redressement fiscal pour Free, sa société. Mais il n'y a pas eu que ça. Une semaine ou deux après, on a raconté le départ houleux, la mise à l'écart houleuse d'un dirigeant de Skyway, une de ses sociétés. On a fait déjà plusieurs articles assez corrosifs, mais factuels, sur Jacques-Antoine Granjon, patron de vente privée, qui est
meilleurs potes. On n'a pas épargné LVMH et Bernard Arnault qui fait Vous partie de son épargnez entourage personne, proche. Xavier Niel au même titre que les... Voilà, on se pose pas la question en fait en réunion de se dire mince, c'est Xavier Niel, on va parler de Xavier Niel. C'est pas un sujet, voilà, on s'est détaché de ça et on ne traite ni mieux ni moins bien que n'importe qui d'autre. Voilà. Et alors oui, et on a mis en place des garde-fous. Ouais, je trouvais ça assez intéressant, le mécanisme. Ouais, vraiment. Déjà, il y a une société des journalistes. Les sociétés de journalistes dans les médias, c'est contrairement à ce que leur nom indique, c'est des associations loi 1901 qui regroupent les journalistes d'une rédaction. Donc, il y en a une aussi, évidemment, à l'Informé. Elle possède 34%, donc une sorte de minorité de blocage, 34% du capital. Elle doit valider tout changement de directeur de la rédaction. Donc, pour l'instant, c'est moi. Si l'actionnaire Xavier Niel voulait me changer pour n'importe qui d'autre, il faudrait que ça soit validé par la rédaction. Donc c'est une sécurité. La rédaction aussi, elle a un droit d'agrément sur un changement d'actionnaire. C'est-à-dire que si Xavier Niel veut vendre ses parts à qui, Vincent Bolloré, je dis n'importe quoi, la rédaction devra le valider. Donc ça donne beaucoup de garde-fous. En fait, on s'est aligné sur toutes les protections qu'ont obtenues les journalistes du Monde. Voilà, c'était un bon modèle d'indépendance éditoriale. Et voilà, et ça se confirme, c'est très sécure, ça nous rend très libres. Oui, et puis comme tu l'as dit, ça a quand même permis aussi de vous lancer avec des moyens, des ambitions, versus se lancer seul ou à deux et peut-être jamais émerger. Là, vous sortez... Il y a plein de médias qui se sont lancés ces dernières années, souvent à deux ou trois, en faisant le pari d'atteindre l'équilibre sur le long terme, etc. Moi, je préférais démarrer haut et fort. Enfin, j'ai eu la chance aussi de trouver un actionnaire qui a cru en ce projet-là. C'est-à-dire que là, on a 15-16 journalistes. A priori, on ne sera pas plus nombreux dans 2 ou 3 ans forcément. Enfin, l'idée, c'est pas de doubler, de recruter chaque année. Là, on est déjà à peu près au rythme de croisière de l'effectif. D'accord. T'as pas de plan ou quoi que ce soit. Là, t'imagines que ça peut rester comme ça. Ouais. C'est le média, c'est l'informé. On sort nos scoops, ça vaut son abonnement. Peut-être t'as fait un peu au marketing, etc. Oui, voilà, mais à la marge, c'est que quand on aura atteint l'équilibre et donc qu'on dégagera des bénéfices, que là, on pourra peut-être se poser la question de recruter, de grossir. Voilà. Mais sinon, on est plutôt Pour le moment, c'est au rythme de croisière. Sur le positionnement éditorial face à un Mediapart ou un pure player comme Reflet.info, c'est comment vous vous positionnez? J'essaie de bien comprendre, tu vois, parce qu'on a parlé de la lettre A, à quel point on a parlé de capital, à quel point c'est grand public, pro, en fait, et comment vous vous positionnez précisément? En fait, je pense qu'on s'intéresse, on parle à tout le monde, mais aux différentes facettes de chacun. C'est-à-dire que tout le monde est à peu près salarié ou indépendant dans un secteur. Et donc, à ce titre-là, à tous les salariés de la grande distribution, par exemple, nous, on va avoir un journaliste spécialisé dans la grande distribution qui va faire plein d'articles pointus sur Leroy Merlin, Système U, Auchan, qui ne vont intéresser, grosso modo, que les salariés de cette branche-là. On a la même chose dans l'univers des fusions-acquisitions, dans l'univers des télécoms, des médias, de l'énergie, de la défense. Donc, on touche la facette salariée des personnes qui veulent savoir ce qui se passe dans leur secteur, dans le secteur où ils bossent. Et puis, on est tous aussi citoyens, informés, intéressés par l'actualité générale. Et pour ça, on a d'autres types de scoops sur la fortune de Cyril Hanouna, sur le redressement fiscal de Coca-Cola, sur comment Total infiltre l'école. Ça va intéresser tout le monde dans sa vie de citoyen. Et donc voilà, je trouve que c'est pas qu'on n'a pas 2 cibles finalement, on n'en a qu'une, mais on s'adresse aux différentes parties de la vie d'un individu. Et donc les concurrents, du coup, ils sont de tous ordres parce qu'on est en concurrence, oui, avec la lettre A et les autres lettres professionnelles sur les scoops sectoriels comme ils le font très bien. Mais on est aussi en concurrence avec Mediapart, avec les Échos, avec Le Parisien, sur les infos plus grand public. Ouais, c'est ça. Moi, j'imaginais, je m'étais noté un Mediapart spécialisé éco, plutôt B2C, mais j'ai beaucoup de respect pour Mediapart. C'est un vrai modèle
de croissance. Ils font énormément d'enquêtes. Je suis fasciné par leur capacité à mettre en scène aussi leurs révélations. Ils sont très très forts pour... Je pense que vous les regardez forcément un peu comme un modèle. Bien sûr. Ils fêtent leurs 15 ans là cette année, Mediapart. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Donc voilà, nous après, peut-être ce qui va nous distinguer d'eux, ils sont associés à une couleur politique, ils la revendiquent quand même plus ou moins. Nous pas. Vraiment, on veut rester absolument neutre. C'est par un angle de l'écho, mais c'est absolument neutre politiquement. Factuel, après, c'est plus aussi parce que vous êtes sur l'économie. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a une couleur politique. Ils sont vraiment plus politiques que économiques. Mais ça sert leur recrutement aussi. Je pense que dans leurs abonnés, ils ont pas mal d'abonnés aussi qui viennent en soutien. Oui, c'est ce qu'on dit, qu'il y a pas mal d'abonnés. Alors, il n'y a pas de chiffre derrière, mais qui sont abonnés à Mediapart juste pour le soutenir, mais qui ne lisent même pas, en fait... qui ne lisent pas Mediapart. Est-ce qu'on pourrait aussi imaginer pour vous, quelque part, l'importance dans une société d'avoir un média d'investigation qui fait des scoops, poil à gratter un peu? Oui, on mise là-dessus, voilà. Mais en revanche, on n'est pas un Mediapart libéral ou un Mediapart de droite, voilà. On est un site factuel d'économie. Et oui, c'est ce qu'on met en avant sur notre paywall. J'espère que les gens s'abonnent pour nous parce qu'ils se disent, qu'en nous soutenant... Ils soutiennent l'investigation économique indépendante. Voilà, on parle vraiment de tout et tout le monde, sans aucun interdit, et c'est pas si courant dans les médias français. Non, c'est clair. En tout cas, probablement ça manquait. Après, c'est peut-être forcément une question un peu naïve, mais les spécificités de l'enquête économique par rapport à des enquêtes plus classiques, toi qui as fait donc toute ta carrière là-dessus, est-ce que c'est un peu plus spécifique? Je trouve que en économie, plus que dans d'autres secteurs, le factuel doit être précis. C'est vraiment une école de rigueur et de précision. On ne peut pas être dans le ressenti, on ne peut pas être trop dans le commentaire. Il y a des faits factuels, faut les trouver, faut les glaner. C'est aussi un univers où les gens parlent pas beaucoup. Par exemple, dans le journalisme politique, c'est assez facile d'obtenir, quand on a un média déjà un peu connu, des interviews de députés, de ministres. C'est eux qui viennent vers les médias, même pour dire. Dans l'économie, c'est assez rare, ça, sauf quand ils ont envie de communiquer, justement. Oui, mais là, c'est du communiqué de presse. Mais quand on veut gratter, c'est compliqué. Il faut passer par des barrières de services de presse qui souvent ne répondent pas. Il y a un vrai barrage de communication qui est fait par les entreprises et les dirigeants. Et donc tout le boulot, c'est d'aller trouver des infos chez des insiders dans les sociétés, connaître des cadres et des salariés ou des anciens qui sont partis il n'y a pas longtemps, qui peuvent nous raconter des choses. C'est très exigeant même. Et c'est beaucoup de réseaux au final. Ouais. Tu peux être jeune... journaliste scooper, alors je connaissais même pas ce terme. J'ai l'impression que c'est un truc vraiment, ça ne marche que si tu as le bras long. Ça peut commencer tôt. Là, j'ai recruté une jeune journaliste qui s'appelle Alexandra Pichard, qui était à Libération avant. Elle avait déjà commencé à constituer un petit réseau d'avocats qui lui parlent d'informations sur lesquelles il travaille. Et du coup, elle entretient ce réseau. On a aussi beaucoup de plusieurs journalistes qui aiment bien ce qu'on appelle l'OSINT, c'est l'open source intelligence, voilà. Et là, c'est-à-dire qu'ils sont très forts pour aller dépioter les jugements au fin fond, ou alors les comptes des entreprises où il y a le petit alinéa à la page 42. Donc un travail un peu de fourmi, mais d'aller chercher dans la data, chercher dans ce qui est mis à disposition, la petite info, quoi. Par exemple, hier soir, les comptes de M6 ont été publiés, et puis perdus au milieu des comptes de M6, il y avait le chiffre d'affaires de Salto, la plateforme de streaming. Ça permettait de faire l'article ce matin sur les vrais chiffres de Salto, qui était donc à 640 000 abonnés au final, versus les 1 million un peu qu'on donnait dans le marché. Exactement, oui, parce que on pourrait s'amuser à ça nous aussi, mais eux, ils donnaient les chiffres avec brut en comptant les périodes d'essai. Donc forcément, ça gonfle un peu. C'est un peu le jeu, mais maintenant que ça se termine, on peut le dire, quoi. Effectivement.
Donc voilà, il y a ce travail. Donc il y a d'autres manières. Il y a avec l'âge le réseau, mais il y a aussi d'autres manières, même jeunes, d'aller chercher de l'information, Oui, faire de l'investigation. Ouais, j'ai une autre jeune journaliste, Noah Molinet, qui fait un super boulot aussi en enquêtant sur des affaires judiciaires qu'on déniche. Et donc voilà, il y a plusieurs façons de progresser. Après, oui, on va pas se mentir. J'ai plutôt une rédaction, une moyenne d'âge qui est autour de 40-45 ans que de 25. Ouais. Ouais, mais bon, après, c'est la force de l'âge. Oui. C'est très jeune, moi, je trouve. Bien sûr. À l'international, il y a des titres qui t'inspirent, qui pourraient être des modèles pour l'informer. Alors, je pense peut-être à The Information, je sais pas si tu connais. Vous êtes d'autres choses que tu as regardé, que tu regardes? Honnêtement, t'es pas le premier à me poser cette question, et donc j'ai fouillé, j'ai cherché. Quand j'ai eu l'idée de lancement de ce média, je me suis pas dit tiens, je vais faire comme tel média. Ce qui est pas forcément un mauvais réflexe. Hein. Mais il y a des inspirations, des choses qui sont chouettes. Après, je me disais tiens, il faudrait que j'en trouve un qui cartonne à l'étranger, comme ça on pourrait dire il fait le XX français et c'est la preuve que ça va marcher. Honnêtement, j'ai pas trouvé de pur équivalent. Il y a des très bons médias comme Axios, mais c'est gratuit. Sémaphore là qui s'est lancé il y a pas très longtemps, mais c'est à moitié gratuit aussi. Il n'y a pas de modèle encore. Il n'y a pas de modèle, voilà. Bon, bah après, puis je vais pas dire qu'on fait comme Bloomberg ou le Financial Times. J'ai pas cette prétention. Eux, ils ont des dizaines d'années d'existence. Donc non, je dis pas que ça existe nulle part. J'ai pas fouillé les médias économiques payants dans le monde entier. Non, t'es pas abonné à toutes les newsletters de tous les médias. Et si on regarde sur la France, quel regard toi tu portes sur la presse économique en France, qui est quand même pas mal chamboulée ces derniers temps? Ouais, bah, je trouvais qu'il y avait de la place à se faire là-dedans parce que il n'y a pas forcément une tradition de la quête du scoop dans tous les médias économiques français. On voit beaucoup de communication institutionnelle dans beaucoup de médias économiques, c'est-à-dire où beaucoup d'articles sont issus soit de communiqués de presse, soit de conférences de presse, soit d'interviews proposées par les services de presse des dirigeants. Et voilà. Et tu trouves ça, enfin évidemment on dit comme ça, c'est un peu dommage, mais c'est quoi? C'est le business, parce qu'il faut remplir les colonnes, parce que ce sont annonceurs par ailleurs, parce que il faut se bouger un peu le cul, désolé pour l'expression, mais pour aller chercher des scoops. Oui, non, mais là, je veux pas faire une généralité, parce que il y a évidemment beaucoup de scoops, régulièrement des scoops dans les Échos, dans le Figaro, dans la Tribune, il y en a régulièrement, mais après, aucun de ces médias-là ne s'est mis en tête de ne faire que ça, et voilà, donc c'est là-dessus que nous, on pensait qu'il y avait de la place pour votre niche, votre créneau, quoi. Notre créneau, ouais. Top. Si on regarde un peu maintenant alors vers le futur, qui est un peu aussi votre présent, puisque vous êtes après son plein lancement, après une constitution. Comment est-ce que tu fais, alors vous, parce que là pour le coup c'est l'équipe, vivre l'engagement sur des audiences, soit sur des formats, etc. Qu'est-ce que vous faites comme format pour un peu qu'il y ait de l'engagement? Alors, très vite, avant même notre lancement, on a voulu profiter des réseaux sociaux pour nous faire connaître. Donc, on a lancé une campagne de préinscription qui nous a permis de recruter plusieurs milliers de personnes. On a tout de suite eu une communauté assez forte sur Twitter. Sur LinkedIn, il y a aussi un gros taux d'engagement. Moi, je me suis fait un peu violence aussi pour être beaucoup plus présent sur les réseaux sociaux, alors que j'y étais plutôt passif avant. Et j'incite toute mon équipe à l'être aussi. Là, on est en train de énormément décoller sur la vidéo. J'ai recruté une jeune journaliste qui s'appelle Emeline Moreau, qui fait des vidéos très, très sociales, avec tous les codes sociaux qui ne sont pas ceux du tout de la télé, qui a beaucoup d'imagination. Et elle est en train de... Voilà, on est à déjà plus d'1 million de vues. Sur TikTok. Sur TikTok, déjà 10 000 abonnés, plus d'1 million de vues sur une vidéo, 500 000 sur l'autre. C'est des chiffres très, très impressionnants. Une viralité sur TikTok, quand tu le fais bien. On disait, on a souvent cité Alter Echo qui le fait bien, mais quand tu as les codes et la créativité, c'est fantastique. Voilà, c'est ça. Il faut savoir que dans les 3 premières secondes, il faut attraper la personne. Et je trouve qu'on arrive à mixer quelque chose de sympa, ludique, et arriver à résumer des enquêtes fouillées qui font 6 ou 7 000 signes, où il y a plein de chiffres. Arriver à les résumer en 1 minute 30, c'est très bien. Voilà. Et puis avec notre social manager Jérémy Joly,
voilà, il essaye plein de nouvelles. Il a par exemple utilisé la newsletter de LinkedIn. Voilà, ouais, le format LinkedIn. Le format newsletter sur LinkedIn, voilà, ça marche bien. Il avait testé aussi la newsletter via Twitter, qu'Elon Musk a arrêté malheureusement, mais ça avait bien démarré. Il nous a mis sur Mastodon, voilà, pour au cas où ça décolle dans 5 ans, ben on serait là. On sera là. Et pardon, mais alors sur TikTok, donc effectivement, c'est très chouette. C'est quoi? C'est de la noto? Parce que c'est pas une audience qui va aller payer 10 Clairement. € par mois pour un média d'investissement. Voilà, là, j'adorerais, hein, je trouverais. Non, mais c'est sûr que là, on est effectivement sur les réseaux sociaux. Il y a sur Twitter et Facebook, ça générera de plus en plus de trafic vers notre site. En revanche, effectivement, sur TikTok et un peu aussi sur Instagram, on est plus dans de la notoriété, faire connaître notre nom, notre marque. Le pari, en fait, c'est que ensuite, quand les gens retombent sur un article de nous dans Google, etc., ils disent « Ah, ben oui, j'aime bien ça. J'ai vu passer. L'informer, voilà. Ouais. » Et après, que ça facilite la prise d'abonnement. Et puis TikTok est pas, j'avais vu des chiffres, je les ai plus en tête, mais c'est pas, faut pas caricaturer ça en un média d'ados attardés qui veulent voir que des chats ou autre chose. Il y a aussi beaucoup de jeunes adultes qui pourraient tout à fait s'intéresser et payer pour notre média. Si c'est pas maintenant, ce sera dans quelques années. Ouais, je vois 70% de la communauté en France a plus de 18 ans sur TikTok. Voilà. 40% des visiteurs quotidiens, c'est dans la tranche 15-24 ans. Et la moitié entre 13 et 24. Donc en fait, non, il y a quand même effectivement des jeunes adultes et actifs, donc, qui peuvent être intéressés par ce qui se passe dans leur secteur. Oui, tout à fait. Voilà, donc ils sont employés de Système U ou de Auchan, ils seront intéressés par les articles qu'on aura écrits dessus. Et j'y pensais tout à l'heure, alors ça ne doit pas être votre modèle, mais pour pousser un peu la réflexion, mais si je suis intéressé par la grande distribution, je suis salarié de la grande distribution et tout le reste m'intéresse pas forcément. Je pourrais pas m'abonner, être prix réduit juste pour suivre la grande distribution, tu vois. C'est marrant parce que spécialisé. C'est marrant parce qu'avec les médias, régulièrement, moi, quand des gens se désabonnent, des fois, ils peuvent le faire en quelques clics sur notre site. Hein, vraiment, c'est ultra simple de résilier. Mais quand même, certains, des fois, ils voient pas où c'est. Alors ils envoient un email à la rubrique contact et puis je fais le choix de leur répondre personnellement. Ce qui est très bien, ça. Et du coup, je leur demande en général, mais pourquoi vous vous désabonnez? Plusieurs fois, ils me disent c'est très bien, mais il y a trop d'infos, j'ai pas le temps. Et moi, j'essaie de leur faire comprendre, mais quand même, quand on s'abonne à Spotify, à Netflix ou à MyCanal, oui, on va avoir pas 0,0 rien du tout, quoi. Ouais. Voilà, les gens qui s'abonnent à Spotify, ils vont écouter certains que du rap, d'autres que de l'électro, et ils s'en fichent de passer à côté des milliers d'heures de musique classique que propose aussi Spotify. Donc j'aimerais que les gens aient le même rapport avec les médias qu'ils ont avec les plateformes de loisirs où ils ne consomment qu'une infime partie des contenus qui leur sont proposés. Ah, c'est intéressant. Et donc sur l'informé, il y a peut-être donc 4-5 news par jour, donc on va dire 80, 100 par mois. Et si vous n'en consommez que 10, mais c'est pas grave, ça vaut déjà ce prix-là, 9,90 € pour une dizaine de très belles infos qui vous ont appris des choses, vous ont fait progresser dans votre vie citoyenne ou de carrière, ça le vaut. Ouais, t'as raison, il n'y a pas vraiment de curseur en fait à se dire à partir de combien d'articles consommés ça vaut l'abonnement, ou à partir de combien de pourcentage du contenu produit j'ai lu réellement, je rentabilise mon abonnement. Alors oui, les gens, quand ils arrivent sur notre homepage, ils vont avoir à la fois un truc très grand public et puis la nomination d'un tel à la direction des achats de Lidl. Ils vont se dire mais ça m'intéresse pas, mais c'est pas grave. Comme quand on arrive sur Netflix, tout ce que je vois à l'écran, il y a un truc sur 20 qui va m'intéresser. Ouais. Non, mais c'est clair. Vous n'avez pas aujourd'hui sur le produit, le site de personnalisation, de choses comme ça. Vous êtes allé sur. Je peux pas justement dire tiens, j'aime tel secteur et alors, je personnalise un peu. Là, vraiment, tu nous fais du teasing. D'abord, on a mis en avant les auteurs assez fortement en bas de la homepage du site. Ils sont mis en gros avec une grosse photo. Voilà, on veut montrer notre rédaction, nos enquêteurs voilà. Et on va lancer très bientôt un système d'alerte. De notifications par email ou par push web où on pourra s'abonner à un auteur
pour suivre tous les articles qu'il publie, puisqu'on a des auteurs très spécialisés. Par exemple, on a Marc Ries, qui est le roi du numérique, de la tech et du numérique, voilà, et donc il a toute une communauté, donc ils pourront s'abonner à lui, ou s'abonner à un tag, à une thématique. Donc, si on veut, médias, par exemple. Hein, médias, mais même encore plus précis, si on veut tous les articles sur Canal+, sur TF1, sur Carrefour, on pourra recevoir un email ou une alerte à chaque fois. Ouais, ça c'est bien. Surtout, voilà, c'est des choses qui sont chaudes, qui fidélisent, puis vous êtes sur deux scoops. Donc ça, pour le coup, c'est évidemment très intéressant. Les chantiers immédiats que vous devez amener, alors là, tu as parlé de ces alertes, app, marketing, machine marketing, dans le sens où quand je parle de machine, c'est vraiment tout le système. Je collecte de la data, je la retravaille, marketing automation, relance, sponsoring, offrir un article à quelqu'un de sa famille, comme le fait très bien Mediapart. Je pense qu'il y a des bonnes pratiques aussi que vous pourriez... tu viens de lister à peu près tout ce qui est sur sur votre roadmap. Sur la roadmap, et j'attends patiemment donc, notre chargé marketing. Il aura pas mal de boulot là-dessus, mais oui, on va tester tous ces leviers qu'on n'a pas du tout encore exploités, et ce qui me donne plein d'espoir pour l'accélération du rythme de recrutement. L'appli mobile, on va la faire, ça coûte cher. Ça coûte très cher. Et alors, pardon, mais souvent c'est la question que je pose. Hein. Oui, pourquoi vous voulez faire une app mobile ? Alors, je pense pas que ça aura un impact sur le recrutement, parce qu'aujourd'hui... pour faire connaître une app ça sur fortune, Google ou Apple, ça fait bien longtemps que plus personne ne le fait, plus les médias ne le font parce que c'est beaucoup trop cher en acquisition. En revanche, c'est réputé être efficace en fidélisation. Voilà, donc j'ai pas mal de lecteurs. On va faire de la notification. Voilà, et des gens qui veulent ouvrir tous les matins l'application sur leur smartphone. Bon. Après, ça peut être une application très simple, très légère, mais même vous n'êtes pas non plus sur un truc fonctionnel. Oui, mais quand on a un tunnel de paiement, on peut pas faire une application 100% web app comme on dit. Il faut que le tunnel de paiement où on met sa carte bleue, tout ça doit être intégré dans l'application, tout simplement parce que Apple et Google l'imposent et pour prélever leur dîme. Donc on n'a pas le choix. Il faut que ce tunnel-là soit en natif, comme on dit. Voilà. Après, oui, on va faire quelque chose le plus léger possible, mais ça, on pourra pas y couper. Ouais, et effectivement, pour la fidélisation, les notifs, c'est quand même quelque chose qui permet de se dire, tiens, je consomme mon abonnement, j'y vais assez régulièrement, j'ai mon rendez-vous, j'y vais, etc. Ouais. Et après, oui, comme on disait tout à l'heure, j'ai envie de tester plein de trucs dans le paywall personnalisé, en gros. J'avais écouté ton très bon podcast il y a quelques temps qui parlait de ça, mais oui, c'est vrai que si on peut arriver à adapter le paywall pour le rendre plus efficace, on va le faire. Ouais. Il va s'amuser, ton chargé de marketing. Voilà. Il va avoir un peu de boulot. Ouais. On a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, un point que tu aurais aimé aborder ? Tout à l'heure, on parlait de répondre en personne aux gens. En fait, Oui, pardon. Ça m'a beaucoup amusé, ça. Le service client, en fait, on a un bouton contact, évidemment, comme sur tous les sites. Et donc, j'ai pris le parti de répondre moi-même. Et c'est marrant de voir la réaction des gens quand on leur répond soi-même. Ils sont, je sais pas, une montagne de qui on est derrière. Ils s'imaginent que j'ai 36 secrétaires. Non, pas du tout. Je suis là, je peux répondre. Je trouve que ça fait partie complètement du dialogue qu'on peut avoir avec les personnes. On peut répondre simplement, dialoguer avec les lecteurs. Je le fais pas que de manière cynique en me disant ils vont se dire que si le directeur leur répond c'est bien, je vais me réabonne, j'annule mon désabonnement. Non, j'insiste pas du tout. Par contre, j'ai plaisir à échanger avec eux, à comprendre ce qui leur a plu, pas plu, pour progresser. Et voilà, oui, je trouve que il y a des dirigeantes de médias qui parfois peut-être devraient descendre un peu de leur piédestal et juste parler avec leurs lecteurs au quotidien. Et on peut prendre le temps pour ça. Je pense qu'il est important. Voilà. Et je pense même que ce conseil est valable même dans tous les secteurs. Bien sûr. Il n'y a pas que les médias, mais je pense que c'est hyper important. Il y a dans les autres médias, tu l'as cité, Sémaphore qui fait ça, qui a contacté individuellement chacun des abonnés. Nous, on a Samy chez nous qu'on appelle donc Samifort, tellement il est fan de Sémaphore. Ils l'ont contacté, ils ont fait un call vidéo avec lui pour essayer de prendre son feedback, etc. Donc je pense que c'est
ultra enrichissant de parler à tes vrais utilisateurs. Et ça te plaît ce nouveau rôle? Parce que en fait, là, tu gères une entreprise, tu as des clients, tu leur parles. C'est comme nouveau comme rôle pour toi. En fait, moi, ça me rappelle quand j'ai démarré ma carrière, j'avais démarré dans la presse régionale Ouest France. Je me souviens, je travaillais à la Ferté-Bernard, dans la Sarthe, petite rédaction. J'étais le seul journaliste et du coup, j'avais les lecteurs qui venaient le matin au bureau quand ils n'étaient pas contents d'un article. Et donc, et c'était toi, Ouest France, c'était monsieur. Bah oui, c'était ça, voilà, exactement. Et donc, des fois, j'avais écrit quelque chose qui n'était pas tout à fait juste. Donc, voilà, ils venaient me le rappeler parfois vertement ou alors gueuler contre un tel dans la ville. Et ça me plaisait bien, en fait, de leur parler, de les voir. Donc, je retrouve ça. Alors là, j'ai pas encore fait de rencontre physique avec les lecteurs, mais pourquoi pas. Je pense qu'il y a plein de choses à faire là-dessus. Ouais. Autour de la communauté, on en parle régulièrement, mais les identifier, ces gens-là, ceux qui sont contents et ceux qui sont pas contents, leur parler, les voir, il y a... Tout en gardant quand même, il faut pas non plus sombrer dans... Parce que ceux qui parlent, c'est toujours une minorité. Je pense par exemple aux réseaux sociaux, sur un article ou une vidéo qu'on va faire, on va avoir peut-être des fois 20-30 commentaires négatifs parce qu'ils n'ont pas aimé le ton, voilà. Faut toujours mettre ce nombre-là en relation avec le nombre de gens qui n'ont rien dit mais ont consulté, ont aimé, voilà. Donc aussi ne pas survaloriser la parole de quelques-uns. En fait, il faut savoir écouter et puis mais s'intéresser plus au fond et au fond de ce que les gens disent et aux arguments qu'ils développent. Voilà. Être en contact avec l'audience. C'est clair que c'est important. Gilles, merci. La dernière question, est-ce que tu as un truc cool à nous partager c'était ce que je venais de dire, alors j'avais préparé le truc cool et... de parler... Non, mais c'était ça, parler... Moi, je pense que c'est hyper important. Voilà, je le conseille vraiment, et puis en plus, c'est plaisant, vraiment. Ça fait progresser. On s'enrichit humainement aussi de ce genre de contact. Ouais, voilà, ça rend le truc en plus tangible, parce que là, pour le coup, tu parles vraiment à les gens qui lisent le fruit de votre travail. Tout à fait. Comment est-ce qu'on peut, donc, alors, j'allais dire, aider l'informé en s'abonnant, en testant, en vous filant des tips, évidemment. J'ai vu qu'il y a un gros bouton d'appel à info. Exactement, on a une sorte de boîte à infos. Alors on n'est pas les premiers à faire ça. Non, Part a fait ça aussi, mais c'est assez marrant. On reçoit, tous les 2 jours, je reçois en plus, ça peut être anonyme, donc des gens, et on peut laisser son email, c'est pas mal. Comme ça, après, on peut recontacter la personne si on a besoin de précision, mais on peut aussi ne pas le laisser. Et régulièrement, des personnes nous racontent ce qui se passe dans leur boîte. Alors après, il faut vérifier et recouper. Bien sûr. C'est souvent... Mais vous en recevez régulièrement ? Ouais, tous les 2 jours, 3 jours, voilà. Et donc, ça a déjà donné lieu à 4-5 scoops depuis qu'on s'est créé. Donc, n'hésitez pas, tous les auditeurs, à nous écrire sur notre site. On va regarder ce que vous dites. Et écoute, super. Donc l'informé.com, vous pouvez tester 15 jours, sinon 9,99€ par mois. Gilles, merci. Merci beaucoup. Et puis écoute, on suivra ça. Si t'as des choses à lui faire passer, tu n'hésites pas. Puis j'espère refaire un épisode dans quelques mois ou dans un an, je sais pas, pour voir Avec un peu plaisir. comment vous avez avancé et si vous êtes passé à un nombre d'abonnés à 5 chiffres, peut-être. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Merci beaucoup Gilles et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.